Les accords de Munich. Bonjour à tous. Il y a 86 ans, la ville de Munich était le théâtre d'un événement qui a profondément marqué l'histoire, les accords de Munich de 1938. Imaginez 4 hommes d'État représentant les plus grandes puissances européennes, réunis autour d'une table pour décider du sort d'un pays. Des discussions tendues, des compromis difficiles et une décision qui va changer le cours de l'histoire. C'est la conférence de Munich, un moment clé de la politique d'apaisement envers l'Allemagne nazie. Préparée dans l'urgence, elle a mobilisé les plus hauts dirigeants européens dans une tentative désespérée d'éviter la guerre. 4 hommes donc, Neville Chamberlain, Édouard Daladier, Adolf Hitler et Benito Mussolini, ont négocié le sort de la Tchécoslovaquie pour finalement céder aux exigences allemandes sur les Sudètes. Mais comment en est-on arrivé là? Quels ont été les enjeux et les conséquences de ces accords? Et comment cet épisode a-t-il influencé le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale? Remontons donc dans le temps pour comprendre comment les accords de Munich ont pu être signés et pourquoi ils sont devenus le symbole de l'échec de la politique d'apaisement. Pour bien comprendre les enjeux des accords de Munich, il faut remonter à la fin de la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles, signé en 1919, a redessiné la carte de l'Europe. L'Autriche-Hongrie a été démantelée et parmi les nouveaux États créés figure la Tchécoslovaquie, un pays multiculturel regroupant les Tchèques, les Slovaques, mais aussi de nombreuses minorités, dont une importante communauté germanophone dans l'ouest, une région que l'on appelle les Sudètes. Alors cette région, qui est située le long de la frontière avec l'Allemagne et l'Autriche, est stratégiquement et économiquement cruciale pour la Tchécoslovaquie. Elle abrite non seulement la majorité des défenses du pays, mais aussi une grande partie de son industrie. Depuis 1933, l'Allemagne nazie, sous la direction d'Adolf Hitler, mène une politique de plus en plus agressive en Europe. Alors Hitler a toujours critiqué le traité de Versailles, et il prétend vouloir rassembler toutes les populations germaniques, ou du moins germanophones, d'Europe dans le Troisième Reich. Et la première étape a lieu en mars 1938, quand l'Allemagne annexe l'Autriche, lors de l'Anschluss. Alors c'est une action qui viole les traités internationaux, et le traité de Versailles en premier lieu, mais elle va rencontrer peu de résistance de la part des puissances occidentales. Et donc Hitler se trouve renforcé, et il va alors tourner son attention vers la Tchécoslovaquie. Sur place, il va soutenir un parti pro-nazi des Allemands des Sudètes, dirigé par Konrad Henlein, qui réclame l'autonomie, puis le rattachement au Reich. Et la tension monte en Europe. La France et le Royaume-Uni sont des alliés de la Tchécoslovaquie. Ils en ont garanti l'existence lors du traité de Versailles. Et le souvenir de la Première Guerre mondiale, terminée il y a à peine 20 ans, hante encore les esprits. Il faut imaginer que partout, dans les villes et les campagnes, il y a des anciens combattants, des hommes qui ont été mutilés, des veuves de guerre. Bref, le traumatisme de 14-18 est encore bien présent. En mai 1938, des rumeurs d'une invasion imminente de la Tchécoslovaquie circulent. Le président tchécoslovaque, Edvard Beneš, ordonne une mobilisation partielle. Et c'est le début de ce que l'on va appeler la crise des Sudètes. Bon, du côté des démocraties, Neville Chamberlain, le Premier ministre britannique, est l'homme qui incarne le mieux la politique d'apaisement. C'est une stratégie soutenue par une grande partie de l'opinion publique britannique, et elle vise à éviter la guerre en faisant des concessions à l'Allemagne. Chamberlain pense qu'en satisfaisant les revendications raisonnables d'Hitler, on pourra préserver la paix. Bon, il faut savoir qu'au Royaume-Uni, à l'époque, existe un courant assez important de gens qui trouvent finalement qu'Hitler c'est mieux que Staline, et qu'après tout, le traité de Versailles est bien trop dur. Les milieux d'affaires britanniques veulent continuer à faire du commerce avec l'Allemagne. Et une partie de l'élite du pays montre même des sympathies envers le régime nazi, comme le roi Édouard VIII, ce roi qui a abdiqué en 1936 pour être avec la femme divorcée qu'il aimait, Wallis Simpson. Oui, ça c'est l'explication officielle, c'est la belle histoire d'amour. En fait,
et officieusement, ses sympathies pro-nazis ont inquiété les responsables politiques. Surtout que Wallis Simpson elle-même était suspectée par les services secrets britanniques d'être une espionne des nazis. Par ailleurs, les Britanniques, et à l'image de Chamberlain lui-même, considèrent qu'Hitler est un gentleman, et qu'avec lui on peut trouver un gentleman's agreement, un accord entre gens de bonne éducation. Et enfin, il existe un courant très important de pacifisme dans le pays. C'est la même chose en France. L'opinion publique française ne veut absolument pas une nouvelle guerre, et les Français sont prêts à tout pour l'éviter. Par exemple, en 1936, quand Hitler a remilitarisé la Rhénanie, il a envoyé des troupes dans cette région, ce qui était formellement interdit par le traité de Versailles. Vous avez l'écrivain et le prix Nobel de littérature, Roger Martin Dugard, qui écrit « Tout plutôt que la guerre, invasion, asservissement, déshonneur, plutôt que le massacre de la population. » L'année suivante, en 1937, un autre écrivain, Jean Giono, affirme « J'aime mieux être un Allemand vivant qu'un Français mort. » Et donc, en 1938, le président du Conseil, Édouard Daladier, sait que la France a des engagements envers la Tchécoslovaquie, et il est totalement conscient du danger que représente l'Allemagne nazie. Mais il sait tout autant que l'opinion publique est farouchement pacifiste, et que son pays, encore traumatisé par 14-18, se réarme, oui, depuis 1936, mais n'est pas encore prêt pour la guerre. Le 12 septembre 1938, Hitler prononce un discours enflammé lors du congrès du parti nazi à Nuremberg. Il accuse le gouvernement tchécoslovaque de persécuter les Allemands des Sudètes et il réclame leur rattachement à l'Allemagne. La tension monte encore d'un cran. En Tchécoslovaquie, c'est la mobilisation générale cette fois-ci. Le pays se prépare à défendre son territoire, mais sait qu'il ne pourra pas tenir seul face à la puissance allemande. Et en réalité, ni Paris ni Londres ne sont prêts à entrer en guerre pour Prague. 3 jours plus tard, Chamberlain prend une initiative assez audacieuse. Il se rend en personne à Berchtesgaden, la résidence de montagne d'Hitler, pour des discussions directes. Alors c'est la première fois qu'un Premier ministre britannique en exercice se rend en Allemagne depuis la Première Guerre mondiale. Lors de cette rencontre, Hitler exige l'annexion des Sudètes. Et Chamberlain est prêt à négocier. Quand il repart, il est convaincu qu'un accord est possible. Une semaine plus tard, le 22 septembre, il retourne en Allemagne, cette fois à Bad Godesberg. Mais Hitler, entre-temps, durcit ses positions. Il menace d'envahir toute la Tchécoslovaquie si ses demandes ne sont pas satisfaites immédiatement. Alors Chamberlain est choqué par ce revirement et les négociations échouent. À ce moment de la crise, l'Europe est au bord de la guerre. C'est la panique, les gens lisent attentivement la presse, écoutent la radio. Les gouvernements français et britanniques ordonnent une mobilisation partielle. La Tchécoslovaquie est sur le pied de guerre. Les civils à Londres commencent à creuser des tranchées dans les parcs, ils craignent des bombardements imminents. Et c'est dans ce contexte tendu qu'à la surprise générale, celui qu'on n'attendait pas du tout, Benito Mussolini, le dirigeant italien, propose une conférence à 4 pour résoudre la crise. Bon, cette initiative, en réalité, a été suggérée par Hitler lui-même. Et elle est en tout cas rapidement acceptée par Chamberlain et Daladier, qui, alors là, sont prêts à tout pour éviter la guerre. Le 29 septembre 1938, Chamberlain, Daladier, Hitler et Mussolini se réunissent à Munich. Les discussions sont intenses et durent toute la journée et une bonne partie de la nuit. Pendant que les 4 hommes négocient, le reste du monde retient son souffle. À Prague,
Le gouvernement tchécoslovaque attend anxieusement le résultat des discussions. Ironiquement, aucun représentant tchécoslovaque n'est invité à la conférence, qui décidera pourtant du sort de leur pays. Comme le dira plus tard le ministre tchécoslovaque des Affaires étrangères, je cite, « Nous sommes abandonnés, c'est fait ». Alors les négociations sont très difficiles. Hitler, lui, insiste pour obtenir les Sudètes immédiatement. Mussolini joue officiellement le rôle de médiateur, bien qu'il soit clairement du côté d'Hitler. Chamberlain et Daladier, eux, ils veulent éviter la guerre à tout prix, et ils cèdent progressivement du terrain. Alors des deux représentants des démocraties, Daladier est sans conteste le plus dur dans la négociation. Il ne croit pas du tout les promesses d'Hitler, mais il sent bien qu'il ne sera pas soutenu par le Royaume-Uni s'il menace d'aller à la guerre. Et il ne voit pas la France se lancer toute seule contre l'Allemagne. Il veut gagner du temps avant une guerre future. « Ce n'est pas brillant, mais j'ai fait ce que j'ai pu », aurait-il dit. Finalement, aux premières heures du 30 septembre, un accord est conclu. Les territoires des Sudètes, à majorité germanophone, sont cédés à l'Allemagne. Le territoire restant de la Tchécoslovaquie sera garanti en théorie par le Royaume-Uni et la France. En plus de cet accord principal, Chamberlain et Hitler signent une déclaration commune, affirmant le désir de paix de leurs deux nations. Et lorsque Chamberlain rentre à Londres, il est accueilli en héros. Une foule immense l'acclame à l'aéroport de Euston. Et le Premier ministre brandit ce que les Anglais appellent « the piece of paper », le morceau de papier, la déclaration de paix éternelle entre l'Allemagne et le Royaume-Uni, signée par les deux dirigeants. Il est bien naïf d'y croire. Ce matin, j'ai eu un autre entretien avec le chancelier allemand, M. Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Et voici le papier qui porte son nom avec le mien. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. Certains ont peut-être déjà entendu ce qu'il contient, et je voulais simplement vous le lire. Nous, the German Führer and Chancellor, le chancelier et Führer allemand, and the British Prime Minister, et le Premier ministre britannique, have had a further meeting today, nous nous sommes rencontrés aujourd'hui, and are agreed, et nous nous accordons in recognizing pour reconnaître that the question of Anglo-German relations que la question de l'accord naval anglo-allemand is of the first importance for the two countries and for Europe. Est de première importance pour nos pays et pour l'Europe. We regard the agreement signed last night, nous regardons l'accord signé la nuit dernière and the Anglo-German naval agreement et cet accord naval anglo-allemand as symbolic of the desire of our two peoples comme symbolique du désir de nos deux peuples never to go to war with one another again. De ne plus jamais se faire la guerre. Chamberlain, absolument convaincu d'avoir sauvé la paix, insiste lors d'un discours au 10 Downing Street en proclamant, je cite, « Je crois que c'est maintenant la paix pour notre époque. Maintenant, je vous conseille de rentrer chez vous et de dormir paisiblement. » Daladier, lui, il s'attend à être hué à son retour à Paris. Il sait ce qu'il a fait, il sait que ce n'est pas bien, il a trahi un allié, et il s'inquiète en voyant tous ces gens qui se dirigent vers son avion sur le tarmac. La porte s'ouvre, et à sa grande surprise, il est acclamé par une foule soulagée d'avoir évité la guerre. Bravo Daladier, bravo le sauveur de la paix. Nous n'en sommes pas certains, mais il aurait murmuré alors à un proche, les cons, s'ils savaient. Tout le monde n'est pas dupe. Winston Churchill, alors dans l'opposition, dénonce l'accord à la Chambre des communes. Je le cite, « N'allez pas croire que les choses vont en rester là, nous ne faisons que commencer à payer. Ceci n'est que la première gorgée, le premier avant-goût d'une coupe amère qui va nous être présentée année après année. » En France, Léon Blum écrit dans Le Populaire, le journal de la SFIO, qu'il est, je cite, partagé entre un lâche soulagement et la honte. En fait, les Français très majoritairement soutiennent les accords. On dit qu'ils sont munichois. Ceux qui s'opposent à ces accords, les anti-munichois, sont très minoritaires. Eux pensent qu'il ne faut rien céder face à Hitler, et que tout accord de ce type ne peut que l'encourager à être plus agressif. Alors on va les trouver aussi bien à gauche, comme chez les communistes, qu'à droite. Le colonel Charles de Gaulle, oui, à l'époque il n'était que colonel, écrit à sa femme, à peu près dans les mêmes termes que Churchill, je cite, «
peu à peu, nous prenons l'habitude du recul et de l'humiliation, à ce point qu'elle nous devient une seconde nature. Nous boirons le calice jusqu'à la lie. En Tchécoslovaquie, c'est la consternation. Le président Edvard Beneš démissionne le 5 octobre, déclarant « Nous avons été honteusement trahis ». Le pays perd non seulement un territoire stratégique, mais aussi ses principales défenses naturelles et une grande partie de son industrie. Plus de 800 000 Tchèques et Slovaques sont contraints de quitter les Sudètes. Hitler, paradoxalement, est furieux. Non pas à cause de l'accord, qui lui donne ce qu'il veut, mais parce qu'il pense avoir été privé d'un prétexte pour envahir la Tchécoslovaquie. Il aurait déclaré à son entourage que Chamberlain aurait gâché son entrée à Prague. Alors les conséquences des accords de Munich ne tardent pas à se faire sentir. Loin d'apaiser Hitler, ils ne font que l'encourager. Dès novembre 1938, lors de la nuit de cristal, les nazis déchaînent leur violence contre les Juifs d'Allemagne, sans que les puissances occidentales ne réagissent réellement. En mars 1939, en violation flagrante de ces accords, l'Allemagne occupe le reste de la Tchécoslovaquie. Le pays des Sudètes devient le Reichsgroßsudetenland, intégré au Reich allemand. La Bohême et la Moravie deviennent un protectorat allemand, tandis que la Slovaquie est transformée en État satellite. Cette action marque la fin définitive de la politique d'apaisement. Chamberlain, qui avait déclaré après Munich que la paix était garantie pour notre époque, doit admettre son erreur. Et donc, le Royaume-Uni et la France donnent des garanties à la Pologne, le prochain objectif probable d'Hitler. En fait, les accords de Munich marquent un tournant. Après cela, la France et le Royaume-Uni comprennent qu'ils ne peuvent plus faire confiance à Hitler. Et lorsque l'Allemagne envahit la Pologne le 1er septembre 1939, ils déclarent la guerre, marquant le début de la Seconde Guerre mondiale. Alors, l'impact des accords de Munich s'est fait sentir bien au-delà de leur époque. Ils sont devenus une référence dans les discussions sur la politique étrangère et la gestion des crises internationales. L'expression « être munichois » est même entrée dans le langage courant, pour désigner une attitude de faiblesse ou de capitulation face à une agression. Elle a été invoquée à de nombreuses reprises depuis, de la guerre froide à nos jours, y compris lors de l'attaque russe contre l'Ukraine, pour critiquer des politiques jugées trop conciliantes envers des régimes autoritaires. Mais l'histoire ne s'arrête pas complètement là. En 1946, à la suite de la conférence de Potsdam, les Allemands des Sudètes sont violemment expulsés de la Tchécoslovaquie vers la Bavière. C'est un véritable nettoyage ethnique, une revanche face aux accords de Munich. Il y a des dizaines de milliers de morts, mais personne à l'époque n'est vraiment prêt à pleurer sur leur sort. Et aujourd'hui encore, il existe toujours en Bavière des associations pour défendre la culture et le sort de ces Allemands des Sudètes. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous a plu et vous a permis de mieux comprendre cet épisode crucial de l'entre-deux-guerres. N'hésitez pas à me dire sur Spotify ou Apple Podcast ce que vous avez pensé de l'épisode et du podcast en général. Vos commentaires sont vraiment très importants pour m'encourager à poursuivre ce travail. Vous pouvez aussi retrouver le podcast sur Instagram ou encore sur Facebook. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.